Stow, Écosse, le 14 juillet 1990. Une fillette de 6 ans se rend à pied à la maison de son ami dans ce petit village pittoresque. Un voisin qui s'occupait de son jardin a vu une camionnette s'approcher et les jambes de la petite fille qui passait derrière la camionnette ont soudainement disparu. L'homme appelle les secours. La police se précipite sur les lieux et parvient à intercepter le conducteur. Quand ils ouvrent l'arrière de la camionnette, ils font une découverte stupéfiante. La fillette était attachée. Elle avait de l'adhésif sur la bouche, un sac sur la tête et était sur le point de s'asphyxier. Le chauffeur est un livreur de 43 ans du nom de Robert Black. Un pédophile prolifique responsable du viol, de l'agression et du meurtre d'au moins 4 jeunes enfants dans les années 80. C'est un homme auquel le mot « dépravé » peut quasiment s'appliquer à la lettre. J'ai toujours l'impression que nous sommes tous des victimes de Robert Black. Il nous a assassinés. Il a pris nos vies. Le règne de terreur de Robert Black prend fin ce jour-là. Mais les crimes odieux qu'il a commis contre ses victimes vulnérables et innocentes font de lui l'un des tueurs les plus maléfiques au monde. Écosse, 2001. Robert Black, un pédophile et tueur en série écossais, s'en prend à des enfants dans tout le Royaume-Uni. Il se rend coupable de viol, d'enlèvement et d'agression sexuelle sur des jeunes filles à partir de la fin des années 50. C'était un vrai cauchemar. Des enlèvements, des agressions sexuelles et des meurtres de petites filles innocentes. C'était particulièrement horrible. Black est finalement arrêté en 1990 après avoir tenté d'enlever une jeune fille en plein jour. Il est finalement reconnu coupable de 4 meurtres d'enfants entre 1981 et 1986. La plus jeune de ses victimes n'avait que 5 ans. L'affaire Robert Black a eu sur la communauté et sur la nation un impact assez dévastateur. Ça a marqué la fin d'une idée d'innocence de l'enfance. Après l'affaire Black, les parents ont commencé à accorder moins de liberté à leurs enfants. Jennifer, 9 ans, la fille de Pat Cardy, est enlevée et assassinée par Black en 1981. Mais il faudra plusieurs années avant qu'elle ne découvre l'identité de l'assassin de sa fille. Elle nous manque. Toujours. À tous. Surtout à nos 2 garçons. Quand elle a été enlevée, ça a été si dur, si difficile. Ça a été un poids énorme sur eux. Ils ne comprenaient pas, mais ils savaient qu'elle ne reviendrait plus jamais. Ça a été très brutal. Tim Tate, journaliste, a enquêté sur la vie de Black pour tenter de découvrir la cause de ses agissements. Il a commis des crimes terribles. Il s'agit de l'homme qui a violé et tué le plus d'enfants de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. L'histoire de ce tueur commence en 1947. Robert Black naît le 21 avril à Grangemouth, à une trentaine de kilomètres d'Édimbourg, en Écosse. La mère de Robert Black n'était pas mariée à l'époque et les couples illégitimes étaient vraiment stigmatisés. Alors on l'a donné à l'adoption. Sa mère a fini par se marier et avoir 4 autres enfants, mais elle n'a jamais plus rien voulu savoir de Robert Black. Dès le début de sa vie, il a dû subir le rejet et l'exclusion. Il est venu au monde porteur d'un stigmate. Black est recueilli par Jack et Margaret Tulip, qui vivent dans un village isolé de l'ouest de l'Écosse. Ils avaient la cinquantaine et aucune expérience précédente avec les enfants. Ils étaient stricts, très croyants,
Et ils ne lui ont pas donné leur nom. Il est resté Robert Black. Et ça a dû le stigmatiser à l'époque dans cette petite communauté. Black déclarera plus tard que ses parents adoptifs étaient violents envers lui. Son père d'accueil est mort quand il avait 5 ans, mais sa mère d'accueil a continué à se comporter de manière violente avec lui. Par exemple, il était battu quand il faisait pipi au lit. Ce jeune garçon ne disposait pas d'un milieu familial sûr. Personne ne lui procurait le moindre réconfort. Sans surprise, Robert Black se rebelle face à cette éducation violente et développe un intérêt malsain envers les autres enfants. À l'âge de 8 ans à peine, il commençait déjà à commettre des délits sexuels. Il regardait sous les jupes des petites filles. Il a molesté, le terme est faible, un bébé. Et il a commencé à explorer les orifices corporels. C'est une obsession qui l'accompagnera toute sa vie. En 1958, la mère adoptive de Robert Black décède et il est envoyé dans un foyer pour mineurs près de Falkirk. Sa fascination pour le sexe continue et accompagné de quelques camarades du foyer, il tente de violer une fille de 12 ans. Je pense que cet acte marque la genèse de la pédophilie de Black. La quasi-totalité des pédophiles attirés par de très jeunes filles traversent à un moment de leur vie des situations sexuelles au cours desquelles, immatures, ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qui se passe et ce qu'ils ressentent. Et ça éveille en eux toutes sortes de curiosités étranges, presque morbides. À la suite de l'agression, Black est exclu du foyer pour enfants et envoyé dans un foyer non mixte à Musselborough. Il avait 12 ans. Il était isolé, seul, avait été maltraité physiquement et se retrouvait maintenant à vivre sous un régime extrêmement réglementé, strict et disciplinaire. Et les choses ne font qu'empirer pour l'enfant de 12 ans. Un membre du personnel abusait de l'un des garçons du foyer. Lorsque ce garçon a eu 16 ans, il a quitté le foyer. Mais avant de partir, l'employé lui a demandé de lui trouver un remplaçant et le garçon a recommandé aux membres du personnel de faire de Black sa prochaine victime. Est-ce que ça a contribué au comportement criminel de Black? Probablement. Est-ce que c'en était la cause? Probablement pas. Black s'était déjà engagé dans cette voie. Il était déjà en train de devenir un agresseur sexuel en série. C'est intéressant parce que les sévices sexuels que Black a subis au foyer étaient perpétrés par un homme sur un jeune homme. On peut donc penser que ça n'a pas été le modèle de son comportement pédophile, bien au contraire. Mais les enfants qui sont victimes de ce genre d'abus deviennent obsédés par le sexe. Surtout quand cela se produit avant ou pendant l'adolescence. Ces violences se poursuivent jusqu'à ce que Black quitte le foyer à l'âge de 15 ans. Il loue une chambre dans une résidence pour garçons à Greenock, en banlieue de Glasgow, et trouve du travail comme livreur. En 1963, à l'âge de 16 ans, Black s'approche d'une fillette de 7 ans et l'attire dans un abri anti-aérien désaffecté. Il a promis de lui montrer une boîte de chatons. Il l'a étranglée. Jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et l'a agressée sexuellement. Il l'a laissée pour morte. Elle sera retrouvée, plus tard, errant, seule, en larmes. Robert Black est arrêté pour la première fois. C'est un point très important dans le développement de la criminalité de Robert Black. C'était une occasion d'intervenir, une occasion d'arrêter cette spirale comportementale, ou du moins de le placer dans un endroit où il ne pouvait s'en prendre à personne. Bien que Black ait été reconnu coupable d'avoir agressé la fillette, il n'a été condamné que pour comportement obscène et libidineux par le tribunal écossais. Et il n'a pas été incarcéré, comme je pense qu'il aurait dû l'être. À l'époque, on ne comprenait tout simplement pas la pédophilie, ou ce qui pousse les hommes à abuser sexuellement d'enfants et à les tuer. Cette cruelle agression marque le début du règne de terreur de Robert Black. Ses désirs sexuels dépravés envers des jeunes filles ne font qu'empirer.
Il est relâché et libre d'arpenter les rues. Je pense qu'il a développé un appétit pour ça. Après l'expérience dans l'abri anti-aérien, il s'est dit qu'il pouvait s'en tirer. Je pense qu'il s'est senti encouragé par le fait que personne ne l'ait arrêté. En 1966, Black, 19 ans, retourne à Kinlochleven, où il avait vécu avec ses parents adoptifs. Il trouve un logement chez un couple et leur fille de 6 ans. Un soir, on lui demande de garder l'enfant. Incapable de contrôler ses pulsions, Black profite de l'occasion pour la violer. Une autre chose toutefois génère beaucoup de spéculations. Le fait que les pédophiles sont très immatures, qu'ils ne sont pas vraiment capables, pour la plupart, d'avoir des relations sexuelles avec des adultes. Ils ont donc besoin d'explorer leurs fantasmes et leur curiosité sexuelle avec quelqu'un de faible qui leur cédera. Parce qu'aucun adulte ne le fait. Cette fois, il est puni pour son comportement et incarcéré dans le centre de détention de Borstal pendant 1 an. En 1968, Robert Black se rend en Angleterre et loue une chambre au-dessus d'un pub à Stamford Hill, à Londres. Alors qu'il vivait à Stamford Hill, il a obtenu un emploi à temps partiel comme maître nageur, ce qui lui a permis d'assouvir son appétit pour la photographie de petites filles en maillot de bain. À l'époque, on appelait ça de la pornographie infantile. Ce n'est pas de la pornographie, c'est l'enregistrement d'agressions sexuelles sur des enfants. C'est ça qu'il regardait. Des images de très très jeunes enfants, abusés sexuellement de manière très grave et répugnante. En 1976, Black trouve du travail comme chauffeur de camionnette. Il livre des affiches à travers le Royaume-Uni et l'Europe, ce qui lui permet de se fondre dans la foule et d'assouvir ses pulsions dépravées envers les jeunes filles. Ce jeune homme, dépourvu de capacité sociale, se retrouve à passer de longues périodes sans aucune supervision. Et au cours de ces périodes, il fantasme, il rumine, il fait des plans. C'est un délinquant très dangereux en pleine croissance. Ça lui a donné le temps et la possibilité de chercher de nouvelles victimes potentielles. Il passait des heures au volant de son véhicule, à rouler au hasard, tout en cherchant une victime adéquate. Et cette occasion ne tarde pas à se présenter. Le mercredi 12 août 1981, Robert Black, 34 ans, assure une livraison à Ballanderry, une petite ville d'Irlande du Nord. Jennifer Cardy, 9 ans, y passe ses vacances scolaires avec sa mère et sa sœur. J'étais toute seule avec mon petit bébé Victoria et Jennifer se rendait chez son amie sur son nouveau vélo. En partant, elle riait, elle plaisantait, nous faisait signe au revoir. Je n'oublierai jamais comment elle a refermé la porte derrière elle et ses cheveux blonds qui sont passés devant son visage. Quand elle a fermé la porte en disant au revoir, c'est la dernière chose que j'ai vue d'elle. Alors que Jennifer part rejoindre son ami, Robert Black est à l'affût. Elle se rendait à environ 1,5 km sur la route, à la maison de son ami. Ce jour-là, le 12 août, c'était leur dernier jour, parce qu'elles allaient partir en colonie de vacances. Elles étaient vraiment impatientes d'y aller. Excusez-moi. On pense que Jennifer s'est arrêtée au bord de la route pour enfiler un pull. Et c'est là qu'elle est tombée sur Black, qui a enlevé la jeune fille et s'est enfuie dans sa camionnette. J'attendais son retour. Elle était toujours très ponctuelle. Et à 16h20, j'ai cru l'entendre appuyer son vélo contre le mur du fond. Ce bruit que fait la chaîne. J'ai pensé Jennifer est rentrée. Mais ce n'était pas le cas. Je n'ai jamais entendu ses petits pas traverser la cuisine jusqu'au salon.
Andy, le père de Jennifer, rentre du travail et trouve sa femme inquiète. Pat se tenait à la porte arrière, l'air inquiet. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était si inquiète, elle m'a dit que Jennifer n'était pas rentrée. Il n'était pas très tard et je n'étais pas très inquiet. Les enfants sont comme ça. C'est difficile à expliquer dans le monde d'aujourd'hui. Mais à cette époque, à la campagne, les enfants allaient partout à vélo. Le mot pédophile ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Je ne savais pas ce que c'était. Ce n'était pas un danger. Pat sort à la recherche de sa fille. J'ai pris la voiture et j'ai très vite réalisé que Jennifer n'était jamais arrivée à la maison de son ami. J'ai essayé de garder ses pensées effrayantes et paniquées. Pour moi, j'ai dit aux gens, ça va aller, elle a dû rentrer à l'heure qu'il est. Je suis rentrée et elle n'était pas là. De plus en plus préoccupés, Andy et un de ses amis partent à la recherche de Jennifer. Une personne nous a dit l'avoir vue passer, puis une autre, et puis elle semble s'être volatilisée. Vers 21h, les Cardi appellent la police. Très vite, la police a mis sur pied un grand nombre d'équipes de recherche. L'armée était là, la police aussi, les réservistes. Juste avant minuit, 2 habitants des lieux retrouvent le vélo de Jennifer couché dans un champ à 1500 mètres de chez elle. Il a été jeté par-dessus une haie. La béquille était en position abaissée, ce qui indiquait qu'elle s'était peut-être arrêtée et était descendue de vélo pour parler à quelqu'un. Cette personne, c'était Robert Black, qui a très certainement utilisé pour attirer son attention un stratagème de type « J'ai un chaton » ou « Tu veux voir mon petit chiot ». Quand on a compris qu'il était clair que Jennifer avait disparu, surtout après avoir retrouvé son vélo, on a su qu'on avait un problème. Black est introuvable. Il a quitté les lieux peu de temps après avoir forcé la jeune fille à monter dans sa camionnette. Plus de 200 habitants se joignent à la police et à l'armée pour aider à retrouver l'enfant de 9 ans. Tous les habitants de Balonderry ont rejoint les équipes de recherche. Tous les gens qui vivaient dans un rayon de 8 km ont pris part aux recherches. Vous n'avez pas idée à quel point Andrew, moi-même et les enfants, on en a été reconnaissants. Les jours passent et les chances de retrouver Jennifer s'amenuisent. Il est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent quand son enfant disparaît. On entre dans une pièce et tout ce qu'on voit nous la rappelle. Sa petite cabane, toutes ses affaires sur son bureau. Puis le 18 août, 6 jours après la disparition de Jennifer, ses parents reçoivent un appel téléphonique. Un agent de liaison, une jeune femme adorable avec laquelle on est toujours en contact, nous a appelés pour nous dire qu'on avait retrouvé le corps de Jennifer. Ce qui est étrange, c'est qu'on a presque ressenti du soulagement. Parce que pendant 6 jours, on l'avait cherché partout et tout imaginé. Au moins, on avait retrouvé Jennifer. Le corps de Jennifer est retrouvé par 2 chasseurs dans l'étang McKee, à 15 km de l'endroit où elle a été enlevée. Robert Black a agressé sexuellement et étranglé la fillette de 9 ans avant d'abandonner son corps dans l'étang. Quand on m'a dit que je devrais aller identifier son corps, j'avais hâte de retrouver ma fille. Je n'oublierai jamais l'horreur quand je suis entré. L'agente de liaison m'accompagnait. Je me souviens qu'elle a dû me tenir parce que j'allais m'évanouir. On a récupéré le corps de notre enfant et on lui a donné un bel enterrement, de belles funérailles. Pat et Andy Cardi devront attendre plus de 30 ans pour que justice soit faite pour Jennifer. Robert Black s'en tire après ce meurtre et il ne va pas tarder à frapper à nouveau. En août 1981,
Après avoir assassiné Jennifer Cardy, 9 ans, Robert Black quitte le pays et reprend son travail. Black a continué à présenter au monde la même apparence affable et douce qu'il avait toujours eue. Il est revenu et a repris sa routine. Ce n'est que près d'un an plus tard qu'il est repassé à l'action. Pendant qu'il conduisait, il était toujours à l'affût de sa prochaine victime. Il avait à l'arrière de sa camionnette ce qu'on peut décrire comme un kit d'enlèvement. Il avait des cordes et un grand sac dans lequel mettre l'enfant. Le 30 juillet 1982, Robert Black effectue une livraison à Northumberland, dans le nord-est de l'Angleterre, près du village de Coldstream. Une jeune écolière quitte sa maison pour aller jouer avec ses amis. Susan Maxwell avait 11 ans. Elle vivait avec sa mère, son beau-père et leurs enfants dans un petit village. Un foyer heureux, chaleureux et aimant. C'était un après-midi d'été. Susan s'en va jouer au tennis avec son amie et il est convenu qu'elle rentre à pied. Drame cruel de l'histoire. Elle va tomber sur Black au volant de sa camionnette. Elle était sur le chemin du retour. Et à un moment donné, après 16h30, car c'est la dernière fois qu'on l'a vue, elle a été enlevée. Black s'est saisi d'elle. Il l'a mise à l'arrière de sa camionnette et il l'a emmenée. La mère de Suzanne change d'avis et décide d'aller chercher sa fille plutôt que de la laisser rentrer à pied. Mais elle est introuvable. Elle appelle la police. Tom Wood était alors inspecteur à la brigade criminelle du secteur des Borders. On a été envoyé immédiatement dans les Borders pour aider l'enquête. Des recherches énormes étaient organisées dans le secteur. On pensait qu'elle avait pu être jetée par-dessus le pont ou en tomber et se trouver dans les environs blessée. Le 12 août, un corps est retrouvé sur une aire de repos près d'un village des West Midlands, à plus de 300 km de l'endroit où Suzanne avait été enlevée. C'était le milieu de l'été et son corps était très décomposé, à tel point qu'il nous a fallu du temps pour comprendre que c'était bien Suzanne. Le médecin légiste n'a donc pas pu déterminer la cause exacte de la mort. Suzanne est retrouvée partiellement déshabillée, ce qui indique qu'elle a pu être agressée sexuellement. La police se lance à la recherche du coupable de cet acte abominable. La plupart des gens assassinés le sont par un proche. On devait être très prudent et ne pas lancer d'accusations à la légère. On a enquêté scrupuleusement. Qui était avec elle? Quand l'a-t-on vue pour la dernière fois? Nous avons ensuite examiné les délinquants locaux. Y avait-il des délinquants sexuels dans le secteur? Et puis il y a eu l'enquête à grande échelle, à la recherche des véhicules vus dans les environs. Mais tout ça n'a rien donné. Black échappait aux arrestations en prenant une précaution basique avant de kidnapper un enfant. Il observait autour de lui, à la recherche de témoins potentiels. C'est tout ce qu'il avait à faire. Il n'avait aucun lien avec ses victimes et il était prêt à déplacer les corps sur des centaines de kilomètres pour éviter de se faire prendre. Encore une fois, Black s'en tire très bien, mais ses pulsions dépravées persistent. Sa prochaine victime sera encore plus jeune. Le vendredi 8 juillet 1983, dans la station balnéaire de Portobello, aux abords d'Édimbourg, Caroline Hogg, 5 ans, se trouve chez elle avec sa famille. C'était une soirée d'été. Elle a demandé à aller jouer sur les balançoires dans le petit parc voisin. Et ils ont accepté. Alors que la petite fille se rend à l'aire de jeu, elle est repérée par Robert Black, qui effectue une livraison dans la région. Black a vu en elle une cible potentielle. Toujours des petites filles bien habillées. C'était la même chose pour Suzanne et Caroline. Elles étaient toutes les deux bien habillées. Une fois de plus, Black a agi à une vitesse incroyable. Il s'est saisi d'elle. Ça n'a dû lui prendre que quelques secondes. Et il l'a emmenée.
Après 15 minutes, le frère de Caroline sort la chercher, mais elle est introuvable. Et ses parents appellent la police à 20h. Tom Wood fait à nouveau partie de l'équipe qui enquête sur la disparition de la fillette. Encore une fois, on a lancé des recherches. Beaucoup de gens l'avaient vue, ou pensaient l'avoir vue dans le quartier de la promenade de Portobello. Il y avait des milliers de personnes sur cette promenade en cette soirée d'été. Et l'affaire a touché une corde sensible. Caroline était une si jolie petite fille. De nombreuses personnes se sont déplacées pour aider aux recherches et pour aider la police dans son enquête. La police lance des avis de recherche dans les médias. Et la recherche de Caroline devient l'une des plus grandes que l'Écosse ait connues. Près de 2000 personnes participent à la recherche de la petite fille. Le lundi 18 juillet, 10 jours après sa disparition, les pires craintes sont confirmées. Le corps de la pauvre Caroline a été retrouvé sur une aire de repos, encore une fois. Cette fois à Twycross, dans le Leicestershire, à 500 km de l'endroit où elle avait disparu. Ce meurtre s'est également produit au cours de l'été. Et lorsque le corps a été retrouvé, il était là aussi très décomposé. Le prédateur avait pris à nouveau la vie d'un enfant. Cette fois, l'agression sexuelle ne faisait aucun doute. Cette pauvre enfant innocente de 5 ans avait été maltraitée par un homme dépourvu de compassion, de conscience et de remords. Il est quasiment certain que Black a agi comme il l'a toujours fait. Il n'a jamais considéré qu'il tuait des enfants, mais qu'il les laissait mourir. Et dans son esprit, ça lui permettait de commettre ces actes atroces, ignobles, d'infliger cette douleur à des enfants. C'était sa routine. En examinant la scène, la police trouve des liens avec une autre victime de Black, Susan Maxwell, qu'il a tuée moins d'1 an auparavant. On a immédiatement établi un lien entre les deux enlèvements. Ils avaient eu lieu dans des circonstances similaires, dans la rue. Les victimes avaient été transportées sur plusieurs centaines de kilomètres et avaient été déposées non pas au même endroit, mais dans des endroits très similaires. En raison des similitudes entre les meurtres de Susan et Caroline, une enquête conjointe est organisée, regroupant 4 forces de police. Mais, faute de preuves, ils sont toujours loin d'appréhender le tueur. Moins de 3 ans plus tard, Black frappe à nouveau. Le mercredi 26 mars 1986, il effectue une livraison à Leeds, à proximité de la maison de Sarah Harper, 10 ans. Sarah vivait avec sa mère, Jackie, à Morley, en banlieue de Leeds. Une petite rue pavée tranquille, typique du Nord. À la fin de leur programme télé, vers 20h, Jackie a demandé à Sarah « Va acheter du pain à l'épicerie, s'il te plaît ». Black était dans le secteur, où il livrait des affiches. Et comme le veut son mode opératoire, il passait du temps dans les rues, à les quadriller, à la recherche de sa prochaine victime. Et il a repéré Sarah juste quand elle sortait de l'épicerie. Et une fois de plus, en une fraction de seconde, il s'est saisi d'elle, l'a ligotée à l'arrière de sa camionnette et l'a emmenée. Et on n'a jamais plus revu Sarah. Une fois de plus, une jeune fille disparaissait. Elle semblait s'être volatilisée. Comme Sarah ne rentre pas chez elle, sa famille s'inquiète et part à sa recherche. Mais Sarah est introuvable et il contacte la police. Les jours passent, puis les semaines. Et le 19 avril, 3 semaines plus tard, son corps a été retrouvé par quelqu'un qui promenait son chien près de la rivière Trent à Nottingham. Son corps a été retrouvé à plusieurs kilomètres, dans un secteur géographique que la police a appelé le Triangle, dans les Midlands. La même zone approximative dans laquelle les corps de Susan Maxwell et de Caroline Hogg ont été trouvés. L'autopsie démontre que Sarah a été agressée sexuellement. Black était extraordinairement prudent. Ça n'avait rien d'une décision incontrôlée prise sur l'instant d'enlever un enfant. Il l'avait planifié.
Il passait des heures, des jours à chercher les victimes idéales. Le mode opératoire de Black était assez simple, semblable à ceux de presque tous les pédophiles sur lesquels j'ai enquêté. Il se promenait en voiture à la recherche d'un enfant qui devait répondre à 2 critères précis. D'abord physique, il devait correspondre à la fixation de Black. Deuxième critère, aucun adulte ne devait se tenir à proximité de cet enfant. Personne ne devait être là pour le remarquer. Il faisait des repérages. Il tournait en rond. Même s'il voyait un enfant qui correspondait à son image de victime idéale, il ne l'enlevait pas tout de suite. Il surveillait, cherchait par où s'échapper. Et c'est seulement quand tout était parfait qu'il passait à l'action. Pour Robert Black, ces filles étaient essentiellement des objets à sa disposition. Il les enlevait lors d'attaques éclairs dans les rues, il abusait d'elles et s'en débarrassait. C'était vraiment le plus impitoyable des criminels. Robert Black vient de tuer 4 jeunes filles en un peu plus de 4 ans et demi. Et son appétit pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de jeunes enfants va s'intensifier. Bien que la police ait relié les meurtres de 3 des jeunes victimes, elle est toujours loin de capturer le meurtrier. Mais une rencontre fortuite va bientôt tout changer. En juillet 1990, Black conduisait toujours sa camionnette. Il est retourné en Écosse, dans les Borders, dans une petite ville appelée Stowe. Un postier à la retraite était en train de tondre sa pelouse lorsqu'il a vu une camionnette s'arrêter. Il a aussi vu une petite fille passer derrière la camionnette. Puis il a vu cette fillette être soulevée et jetée dans la camionnette. Cet homme a eu la présence d'esprit de noter l'immatriculation de la camionnette et a immédiatement téléphoné à la police. Elle est arrivée sur les lieux et ils ont parlé avec l'homme au bord de la route. Et Black est revenu par la même route. Le postier l'a vu et il a crié « C'est cette camionnette !» C'était bien la camionnette, avec Black au volant. Un policier est descendu, a fait arrêter la camionnette et a arrêté le conducteur, puis il a fouillé la camionnette. D'abord, il n'a rien trouvé. Puis il a vu une petite fille couchée au fond de la camionnette dans un sac, en train de s'asphyxier. Et le policier qui a ouvert les portes de la camionnette était précisément le père de cette petite fille. Pouvez-vous imaginer ce qu'il a ressenti à ce moment-là? Quel excès de confiance de la part de Black. Quelle arrogance de faire quelque chose d'aussi scandaleux en plein jour dans cette petite ville écossaise. Et en plus de reprendre la même route que celle où il venait d'enlever la petite. Heureusement, la petite fille était toujours en vie. Elle avait été violée, mais elle s'en tirait avec la vie sauve. Il était important de comprendre que Black était un tueur de type obsessionnel, pas un tueur opportuniste. Il allait continuer à tuer, encore et encore. S'il n'avait pas été pris ce jour-là, cette fille serait morte et beaucoup d'autres comme elle. Robert Black a immédiatement été arrêté. Et en moins d'1 heure, on a su que c'était l'homme qu'on recherchait. Son mode opératoire était en tout point identique. Le 10 août 1990, Black plaide coupable de l'enlèvement et de l'agression sexuelle de la fillette de 6 ans à Stowe. Il est condamné à perpétuité et envoyé à la prison de Sawton à Édimbourg. Black souhaite faire appel de la sentence, mais ses avocats décident qu'il doit se soumettre à un examen psychologique avant d'entamer ce processus. Ray Wire a été contacté. Il était alors le plus grand expert du pays dans le domaine des hommes violeurs d'enfants. Ray a rendu visite à Black 2 jours de suite. Il l'a évalué et a rédigé un rapport à l'attention des avocats. Et ce rapport disait « Cette sentence est tout à fait adaptée. Black est un individu extrêmement dangereux. » Et Black n'a pas fait appel. Plus tard, il a contacté Ray Wire et lui a demandé « Accepteriez-vous de revenir me voir ? Je veux essayer de comprendre pourquoi je fais ça. » Et Ray Wire a accepté.
La police est certaine que Black est responsable des enlèvements et des meurtres d'autres jeunes enfants. Mais les preuves dont elle dispose sont insuffisantes. On pouvait prouver qu'il se trouvait sur les lieux de l'enlèvement de Sarah Harper, de Susan Maxwell et à Portobello pour Caroline Hogg. Ça ne fait pas beaucoup de preuves et elles sont très indirectes. Faute de preuves concrètes, la police a besoin que Black avoue ses crimes. Black a résisté aux interrogatoires. Il n'a rien dit. Il parlait volontiers de tout, jusqu'à ce qu'on aborde les enlèvements. Là, il se refermait et ne disait plus un mot. Mais un élément nouveau va faire progresser l'enquête. Il travaillait avec une entreprise très ancienne qui conservait toutes ses factures d'essence depuis de nombreuses années pour tous leurs véhicules. Après une longue enquête, on a pu déterminer avec précision les endroits où Black se trouvait à des dates données grâce aux factures d'essence de sa camionnette. En mai 1991, la police dispose d'un dossier permettant d'accuser Black des meurtres de Sarah Harper, Caroline Hogg et Susan Maxwell. La police et l'accusation avaient deux éléments de leur côté. D'abord, des factures d'essence, des reçus de carte bleue quand Black faisait le plein de sa camionnette. Ça le situait sur les lieux de chacun des enlèvements, au moment où ils ont été commis. En soi, ça n'aurait certainement pas suffi. Mais ils ont pu s'appuyer sur une disposition du droit anglais qui stipule que, dans les cas de grande gravité, on peut introduire des éléments dits de système. Ils ont pu prouver que ce qui était arrivé à Susan Maxwell, Caroline Hogg et Sarah Harper correspondait quasiment en tout point à l'enlèvement survenu à Stow, dans les Scottish Borders. 2 ans après son arrestation, en mai 1994, Robert Black est reconnu coupable des meurtres de Susan Maxwell, Caroline Hogg et Sarah Harper. Il est condamné à 10 peines d'emprisonnement à perpétuité et est également inculpé de l'enlèvement raté d'une jeune fille de 15 ans en 1988. Le meurtre de Jennifer Cardy, 9 ans, en Irlande du Nord, n'est dans un premier temps pas relié aux autres meurtres. Mais sa famille est convaincue que Black est responsable. On a su très vite, après l'arrestation de Robert Black, que c'était lui qui avait assassiné Jennifer. On savait qu'il se trouvait dans le secteur le jour où Jennifer a disparu et on savait qu'on allait devoir être patient. Il faudra attendre 2009 pour que Black soit inculpé du meurtre de Jennifer Cardy. Le procès se tient 2 ans plus tard, le 22 septembre 2011, devant le tribunal d'Armagh, en Irlande du Nord. J'étais particulièrement inquiet de voir pour la première fois cet homme. La dernière personne que ma fille avait vue. J'étais étonné par son âge. Il ressemblait à un vieil homme. Un vieil homme qui s'était livré tout entier à la dépravation. Il avait l'air banal. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais assise si près de lui que j'aurais pu toucher ses cheveux recourbés sur sa nuque. Il se trouvait derrière une vitre, mais il était à portée de main. Et il devenait réel. Et Andrew et moi, on a vécu ce traumatisme. L'horreur de découvrir le visage de cet homme, l'homme qui l'a tué. Les Cardy doivent écouter les détails douloureux du calvaire de Jennifer. Non seulement pour elle, mais pour tous les autres enfants sur lesquels il a porté la main. C'était de plus en plus traumatisant, cruel, dépravé. Il n'avait rien en cet homme qui pouvait laisser entrevoir du regret. Il a continué de s'enfoncer dans sa dépravation. Et on a dû écouter tout ça. On s'est forcé à écouter. Et ce qu'ils entendent leur laisse penser qu'après son enlèvement, Jennifer s'est défendue. Je n'imagine même pas ce que cette petite fille, belle et innocente,
a dû endurer. Mais je vous dirai une chose. Elle s'est battue de toutes ses forces. Parce qu'après elle, après l'avoir tuée, Robert Black a retiré les chaussures de chacune de ses victimes. Et je sais qu'elle lui a fait passer un mauvais moment. Elle avait une force incroyable dans ses 2 petites jambes. Le 27 octobre 2011, Black est reconnu coupable du meurtre de Jennifer Cardy et condamné à 25 ans de prison supplémentaire. Ce que je ressentais pour Robert Black, je crois que j'ai eu de la pitié pour cet homme. Je plains tous ceux qui ont une dépendance comme la sienne. Je plains quiconque s'autorise à emprunter cette voie. La police est toujours déterminée à inculper Black des enlèvements d'autres jeunes filles disparues. Elle accumule finalement assez de preuves pour le présenter à la justice pour la disparition de Janet Tate, 13 ans, dans le Devon en 1978. Mais le 12 janvier 2016, Robert Black meurt à la prison de Magaberry. Il avait 68 ans. Ça m'a choquée. Je me souviens de l'appel que j'ai reçu ce jour-là. Une partie de moi n'était pas affectée. Et pourtant, une autre partie de moi l'était. Parce que je voulais parler à cet homme. Ces jeunes enfants innocentes avaient toute leur vie devant elles. Et ces vies ont été volées par Robert Black. Si les crimes contre les enfants nous dégoûtent autant, c'est que les enfants sont les victimes les plus innocentes, les êtres les plus vulnérables dans notre société, ceux qui ont le plus besoin de notre protection. Alors, lorsqu'ils sont victimes d'actes criminels, ça nous affecte à un degré particulier. J'ai toujours l'impression que ce que Robert Black a fait à Jennifer, il l'a fait à chacun d'entre nous. Il nous a assassinés. Il a pris nos vies. Mais il faut avoir vécu ça pour s'en rendre compte vraiment. Nous croyons en Dieu. Nous avons une grande foi. Et ce n'est pas la foi. C'est Dieu qui nous a aidés à renforcer notre famille et redémarrer une nouvelle vie. Robert Black a semé la terreur dans tout le Royaume-Uni. Ses crimes odieux contre des enfants sans défense font de lui l'un des tueurs les plus maléfiques au monde.